se moquerait, hein, il est taquin. Il est taquin. Oui, là maintenant ça va fonctionner beaucoup mieux. Messieurs, je vous en prie, installez-vous. Je rappelle que les places situées le plus au fond de la salle sont payantes. Je vous invite à vous rapprocher de l'orateur, dont le vaccin, même s'il n'est pas dit qu'il est efficace, a dû être pratiqué un jour ou l'autre. En tout cas, je vous invite à vous rapprocher un tout petit peu. C'est bien, la plupart d'entre vous êtes précisément à l'heure, juste à temps. Il y a encore 2-0 sur ma montre. Vous arrivez parfaitement au bon moment. Allez vous installer, c'est le moment de nous retrouver pour cette première conférence de l'après-midi, 4e de la journée, de notre Salon du Brasseur, où le Musée français de la brasserie et Destination Nancy sont très très heureux de vous accueillir, nombreux pour cette conférence. C'est à la hauteur du présentateur, donc on voit que vous êtes tout à fait intéressé par cette question. Le giclage, ça c'est quelque chose qui vous intéresse et même parfois qui vous fait sourire. Je vois quelques pupilles qui frétillent. Je suis heureux, oui c'est bien, on est dans les temps. Je suis heureux d'accueillir de l'Institut français de Boisson et Malterie, je ne me trompe pas, hein, de Boisson de Malterie, Patrick Boivin, qui est en même temps... pardon ? Et de la bière, qui est en même temps un des administrateurs de notre musée, hein, désormais, et on en est absolument ravis. Bienvenue à tous, bienvenue à Patrick pour nous parler du giclage. Ok, merci. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, les brasseurs et les brasseuses. Mon intervention cet après-midi, voilà, va concerner le giclage de la bière. Donc quelque chose que tout le monde a été confronté. Hein. Il n'y a aucun brasseur qui pourra me dire j'ai jamais eu du giclage dans ma brasserie, que ce soit le plus gros ou le plus petit. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous donner les causes et les remèdes pour éviter d'avoir le giclage à la bière. Hein. Donc aujourd'hui, je suis aussi brasseur à Dieppe, donc je fais aussi attention à ce problème de giclage hein, qui pose des problèmes. Donc oui. Là, comme ça? Absolument. Et comme ça, tu l'oublies, mais tu le laisses après. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, au cours de ma présentation, je vais vous définir ce qu'est le giclage. Donc, l'impact du giclage sur l'image de la bière, donc important. Les origines du giclage, il y a 3 origines qui vont venir des matières premières, qui vont venir du process, et le 3e qui va venir de la surcarbonatation qui se passe en bouteille. Et j'essaierai de vous donner les remèdes en fonction de mes connaissances pour éviter, dans la mesure du possible, ce problème. Donc le giclage, hein, vous ouvrez votre bouteille et pouf, il y a un giclage de la bière. Donc soit elle déborde de la bouteille, soit vous avez un giclage très important qui va se produire. Et je peux vous assurer que c'est assez désagréable pour le consommateur d'avoir ce phénomène de giclage qui peut être plus ou moins violent. Donc, grave défaut de la bière. Je peux vous assurer que il y a les contaminations par les bactéries lactiques ou autres qui est un problème assez important. Ceci est aussi un problème important qui doit être traité parce que ça peut avoir une image négative sur la bière. Donc le consommateur à un moment peut se détourner soit de la bière de telle ou telle brasserie, soit complètement de la bière parce que ça donne une image négative. Et ça peut même être dangereux pour le consommateur, hein, parce que ce qui est déjà arrivé, c'est que la bière explose ou que le consommateur prenne la capsule dans l'œil. Donc quand c'est très violent, donc on essaye, dans la mesure de possible, d'éviter ce phénomène-là. Donc 3 origines du giclage. Le primaire, qui va être dû à une infection par les moisissures des matières premières, principalement de l'orge et du malt, mais ça peut être aussi du maïs et des autres céréales, donc que l'on va traiter à part. Le secondaire, qui est principalement l'apparition d'aspérité qu'on va retrouver dans la bière, et là c'est plutôt un problème de process. Donc là, il va falloir que le brasseur fasse attention à son process. Il y a des étapes à bien respecter. Il y a des ajouts à faire si on veut éviter ça. Il y a des problèmes de stockage de produits
donc qui peuvent apporter des cristaux. Et le tertiaire, qui celui-ci est plutôt destiné à la brasserie artisanale, surtout ceux qui font de la refermentation en bouteille, qui va être due à une sursaturation de CO2 à partir d'une certaine concentration de CO2. Le giclage va être important et va amplifier le giclage primaire et le giclage secondaire. Donc, le giclage primaire, c'est le développement de moisissures qui va se développer soit sur l'orge, soit au cours du maltage, qui vont excréter des protéines, donc soit hydrophobines ou protéines giclantes, qui vont être responsables de ce phénomène-là, qui vont faire des revêtements imperméables où le CO2 va être à l'intérieur. Et dès qu'on va ouvrir la bouteille, on va avoir une différence de pression importante entre ces microbules et la pression extérieure. Et là, on a quelque chose, je vais dire, qui peut être très très violent, comme vous voyez sur cette image. Hein. Donc, c'est des essais qu'on a fait, où on a mis ces hydrophobines ou ces protéines giclantes dans la bière, et on l'a agité pendant 3 jours, et ce qui a donné ce phénomène assez sensationnel. Donc, giclage primaire, vous voyez, développement de moisissure, moisissure qui va induire le giclage dans la bière, parce que ces molécules-là vont transférer de l'orge au malt, du malt à la bière, avec des moisissures qui peuvent être dues soit à une contamination au champ. Bon, là, cette année, comme la récolte a été assez sèche, on a très peu de développement de moisissures, ou si l'orge a été mal stockée, là, on va avoir des moisissures de stockage qui vont aussi se développer lors du stockage et qui va induire ce giclage-là. Donc voilà un modèle qui a été proposé par Guy Derdeling en Belgique, où vous voyez ces hydrophobines qui vont encapsuler le CO2, et dès qu'on va ouvrir la bière, voilà, on va avoir une on va avoir une explosion que vous pouvez constater sur la bouteille à droite, et c'est ce qui va entraîner un jaillissement très important de la bière. Donc ça va être dû ici, ce mécanisme-là, évidemment que le CO2 est impliqué dans ce mécanisme de giclage, avec les protéines giclantes qui ont été excrétées par les moisissures. Donc voilà les fusariums qu'on peut rencontrer couramment sur l'orge. Donc Fusarium graminearum, Lancieté, Trisynctum, c'est les principales qu'on va rencontrer sur l'orge. Ces fusariums-là vont se développer s'il pleut. S'il pleut à la floraison, donc à peu près fin mai, début juin, ou s'il pleut juste avant la récolte. Donc là, cette année, comme on est une période assez sèche, le développement des moisissures est très faible, donc on aura très peu de fusarium présentes sur les orges. Et donc on a fait des tests à IFBM pour montrer est-ce que ces différentes espèces-là étaient impliquées dans le giclage. Donc on les a utilisées, on a fabriqué de la bière au stade de 40 litres. Et à la fin, on a fait des tests. Et ça montre que quasiment toutes les moisissures de champ sont impliquées dans le giclage de la bière. Donc, quel est le giclage primaire? On a fait la même chose sur les moisissures de stockage qui sont plutôt Aspergillus penicillium. On a fait exactement les mêmes tests. Donc, évidemment que ces moisissures de champ ou de stockage peuvent produire des mycotoxines qui ne sont pas forcément sympathiques pour le consommateur parce qu'ils peuvent être à l'origine de cancer du consommateur, mais ils sont aussi à l'origine du giclage de la bière. Donc, vous voyez que les moisissures de champ ou de stockage sont à l'origine du giclage de la bière. Donc voilà, Penicillium verrucosum, qui est un pénicillium qu'on rencontre sur les céréales et sur l'orge, qui est aussi producteur d'ochratoxine A et qui est aussi impacté, qui impacte le giclage. Aspergillus clavatus, lui, il produit de la cytocalasine, mycotoxine assez dangereuse aussi, qui est aussi responsable du giclage. Ça veut dire que ces moisissures-là, en plus d'être responsables du développement de toxines, sont aussi responsables du développement de mycotoxines. Donc le maltage, qui est un processus dans un environnement assez humide, donc ces moisissures qui sont présentes sur l'orge, soit celles de champ, soit celles de stockage, vont pouvoir se développer au cours du process et avoir soit une amplification,
soit une diminution. Donc là, ça va être le malteur qui va être responsable de son process. Si le process n'est pas sous contrôle, si les températures sont un peu élevées, les moisissures vont se développer de façon plus importante et on peut avoir des maltes qui sont très positifs au niveau du tourraillage. Par contre, le maltage, ça c'est un des choses qu'on a en malterie, ça permet d'éliminer ce potentiel de giclage. Donc au cours de la trempe, on va éliminer ce potentiel, on va le réduire fortement. Et si derrière si on maîtrise bien son process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éliminer le potentiel de giclage du malt, même si on peut avoir une orge qui est légèrement potentielle en giclage. Donc notre procédé de maltage, l'objectif du malteur quand il germe son orge, c'est de produire des enzymes. Mais on a cette seconde voie qui est la voie en rouge. Et si le process n'est pas sous contrôle, si on rentre avec des orges fortement ou assez contaminées, ils vont se développer parce que la trempe ne suffira pas pour éliminer ces moisissures-là. Et on va se retrouver avec des maltes qui vont être à l'origine du giclage. Donc là, on va dire, là, c'est sous la responsabilité du malteur d'avoir des maltes, donc matières premières pour le brasseur, avec un potentiel de giclage plus ou moins important. Donc, qu'est-ce que doit faire le malteur? Parce qu'il y a des malteurs ici dans la salle. Première chose, éviter d'avoir trop de grains cassés, parce que sur les grains cassés, vous avez la partie amidon qui est visible, et là, les moisissures vont pouvoir se développer facilement. Deuxième chose, contrôler mon lot et visuellement. Et si par contrôle visuel, j'ai un taux de moisissure supérieur à 0,5%, vous voyez que ce n'est pas beaucoup, je ne dois pas accepter le lot. Mesurer les niveaux de toxines sur l'orge, si j'ai des doutes. Plutôt désoxynivalénol sur les orges d'hiver et plutôt égnatine sur les orges de printemps. Certainement, égnatine, vous ne connaissez pas ça parce que ce n'est pas une mycotoxine réglementée, mais on sait qu'il y a une relation entre le niveau d'égnatine sur l'orge et le potentiel de gushing sur le malt. Faire un bon calibrage parce que les moisissures sont plutôt sur les petits grains, donc ça permet d'éliminer un gros potentiel de giclage si on a un bon calibrage. Donc vous voyez que le malteur, s'il respecte l'entrée des lots dans sa malterie, peut diminuer fortement ce potentiel-là, même si on est sur des années un petit peu difficiles. Donc au niveau du process, au niveau de la trempe, aujourd'hui c'est vrai qu'on a une tendance à moins économiser d'eau, mais en trempe, quand on fait des immersions, on va éliminer fortement le niveau de toxines et aussi le niveau de moisissure, donc avec un potentiel plus faible. Donc certains malteurs, ils veulent faire des économies d'eau, ils font de la pulvérisation au niveau de l'immersion, c'est pas bien. Et parfois, on est obligé de faire une troisième immersion pour diminuer fortement ce potentiel-là avant de faire germer. Donc vous voyez qu'ici, on peut être en contradiction avec l'aspect environnement. Donc à un moment, il faut choisir, est-ce qu'on va avoir du giclage sur le malt ou est-ce qu'on veut faire des économies d'eau? Donc à un moment, ce n'est pas compatible. Donc il va falloir que le malteur choisisse. Donc la germination, donc, ces moisissures-là, à partir de 16-18 degrés, se développent très peu. Par contre, dès qu'on est à des températures supérieures à 20-22, ils vont se développer plus rapidement. Et la même chose, il faudra que le séchage se fasse dans un temps très court pour éviter dans la première phase de séchage le développement des moisissures. Donc voilà les recommandations pour le malteur. On a développé il y a une petite 25 ans, donc une levure qui s'appelle IFM Moltinis, qui est un géotrichum, qu'on met en début de trempe. Donc c'est un brevet que l'on a. Et en mettant cette géotrichum-là, on arrive à bloquer le développement des moisissures indésirables et permettre, comme le montre ce tableau-là, de diminuer fortement, voire totalement, le giclage sur le malt. Évidemment qu'en fonction de la contamination de l'orge, il faudra mettre soit simple dose, soit double dose. Donc voilà tout ce qui était pour le malteur. Donc ensuite, maintenant, je suis brasseur. Comment moi je peux m'assurer que le malt que j'achète n'a pas de potentiel de giclage? La même chose que pour le malteur, je vérifie
inspection visuelle du lot de grains. Je fais un échantillonnage représentatif de mon lot et je regarde s'il n'y a pas plus de 0,5% de grains moisis, parce qu'on a montré qu'il y avait aussi une relation entre le pourcentage de grains moisis sur le malt et le phénomène de giclage. Donc il peut être des moisissures de champ, soit des moisissures de stockage, un peu vertes comme vous voyez ici. Vous pouvez faire des tests de giclage à IFBM pour savoir est-ce que le malt que vous avez produit donne le giclage. Donc c'est une méthode qui a été développée par IFBM, qui est en cours d'homologation au niveau de l'EBC. Et la dernière partie, qui coûte un petit peu plus cher, c'est faire des analyses de toxines sur le malt. Et avec ça, donc première chose, c'est déjà visuel. Donc si en visuel, on est aux alentours de 0,5, c'est là qu'il va falloir, soit on n'utilise pas l'eau, soit enclencher les autres analyses pour s'assurer que le malt que je vais utiliser ne va pas être responsable du giclage, de ce giclage primaire-là. Et ça va arriver les années un petit peu difficiles, les années où il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup avant la récolte, il pleut beaucoup au mois de juin, et on a eu des années assez importantes sur ce giclage primaire. Donc le giclage secondaire, donc là, on va dire que le malteur n'est plus responsable. Donc là, c'est le brasseur qui va être responsable. Et comment ce giclage secondaire, donc c'est des aspérités qui va se retrouver dans la bière. Et ces aspérités-là vont faire des sites de nucléation. Et en ouvrant, hop, ça va exploser. Donc parmi ces aspérités-là, on a les oxalates de calcium, on a le tartre, on a le houblon. Donc il peut s'associer avec les métaux, mais surtout si on a du houblon mal stocké, les acides alpha oxydés humulinones sont peuvent être responsables du giclage parce que ça forme des petites particules dans la bière. Ça peut être des cristaux de différents produits qu'on utilise, de colorants, d'arômes et autres si on utilise ça. Ça peut être des bouteilles, des défauts d'aspérité, des aspérités dans la bouteille, ou si on utilise des détergents trop agressifs sur le verre, on peut augmenter ce potentiel d'aspérité. Et pour ceux qui filtrent leur bière avec du kieselguhr, s'il y a des morceaux de kieselguhr qui passent dans la bière, qui va donner des aspérités, on va avoir aussi ce problème-là. Donc pour l'oxalate de calcium, c'est les oxalates sont dans le malt. Tous les malts contiennent des oxalates. Et avec le calcium, ça va former des cristaux comme vous voyez sur cette photo-là. Et ça va être un site de nucléation qui va favoriser le giclage de la bière. Donc pour éviter ces cristaux d'oxalate, la première chose, je rajoute du calcium, soit sous forme sulfate, soit sous forme chlorure, dans ma cuve matière, dans ma chaudière d'ébullition, pour précipiter tous les oxalates, soit dans les drèches, soit dans le trop. Donc, première chose, on doit être aux alentours entre 50 et 100 mg de calcium. Donc, brasser 100 mètres de calcium, sur ce point de vue-là, pose un problème. Ensuite, faire très attention, après la filtration de la mèche, d'avoir un mou hyper brillant pour éviter d'emmener des choses indésirables. De ne pas aller trop loin au niveau du lavage de mes drèches parce qu'à la fin, je peux emmener des particules indésirables. Ensuite, au niveau du whirlpool, d'avoir une bonne coagulation de mes protéines. Donc là, il faut plutôt travailler aux alentours de pH 5,3, 5,2 pour avoir une coagulation. Un bon tourbillon dans le whirlpool pour avoir une belle cassure. Et surtout, éviter de ramener du trob dans le mou parce que dans le trob, on va retrouver des oxalates de calcium. On va retrouver d'autres métaux qui peuvent être transférés dans la bière et être responsables du giclage. Donc vous voyez ici, c'est hyper process. Ensuite, l'autre chose, c'est le tartre, donc dû à une eau riche en calcium et riche en bicarbonate, qui va être à l'origine de tartre. Et tartre qui va pouvoir se relarguer de temps en temps dans la bouteille, vous voyez les petits cristaux qu'on peut isoler ici, et qui va être à l'origine de sites de nucléation. Donc pour éviter le tartre en brasserie, voilà, soit on a une eau adoucie, donc on va passer notre eau dans une colonne d'échangeuse de sodium pour éliminer une bonne partie du calcium, et on va rajouter du calcium qui va être soluble. Soit on utilise de la soude et de l'EDTA qui va complexer le calcium, parce que si vous avez une eau dure et vous mettez de la soude, là je peux vous assurer que vous allez avoir du tartre partout. Et un nettoyage fréquent des installations avec l'acide nitrique qui va vous permettre de détartrer vos installations
éviter l'apparition de cristaux de tarte qui passent dans votre bière. Ensuite, le stockage des produits, si vous utilisez des arômes et tout ça, de faire très attention parce que certains produits ne se stockent pas à 4 degrés parce que ça va faire des cristaux. La DLUO aussi à respecter. Si c'est le houblon, le stocker à 4 degrés, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène pour éviter que le houblon s'oxyde parce que les humides vont être aussi responsables du giclage. Ensuite, bon, ça, ceux qui utilisent du Ségur, avoir un filtre trappe pour retenir ces petites particules-là et de vérifier vos bouteilles pour voir si dans des bouteilles, vous n'avez pas des aspérités. Et si vous avez un lavage trop fréquent de vos bouteilles, à un moment, vous allez augmenter les aspérités. Donc, hop là, donc c'est bon. Donc, pour le tertiaire, c'est la surcarbonatation en bouteille. Donc ça, sur le tertiaire, ça va être plutôt les brasseurs qui font de la refermentation en bouteille, où là, le risque de concentration en CO2 peut être important, et on considère qu'à partir de 7 grammes par litre, on commence à être dangereux, et ça va amplifier le giclage primaire et le giclage secondaire. Donc quand on rajoute du sucre dans notre bouteille avant la refermentation, vous voyez la formule, c'est la formule de Balling, c'est 1 g de sucre fermenté cible donne à peu près 0,5 g par litre de CO2. Donc évidemment que si vous en mettez plus, donc vous pouvez avoir un gueuching dû à une surcarbonatation, dû à une concentration trop importante de sucre fermenté cible. Donc surdosage du sucre lors de la fermentation. Donc, on peut aussi avoir l'utilisation de levures, on va voir après, qui ne consomment pas le maltotriose. Donc il y a des levures qui sont vendues par l'allemand et Fermentis qui ne consomment pas le maltotriose et je vais vous montrer que c'est dangereux pour vous. Et ensuite, soit vous utilisez Saccharomyces diastaticus, donc qui est une levure qui consomme toutes les dextrines, ou soit vous êtes infecté dans votre brasserie par Saccharomyces diastaticus. Donc ça, c'est l'origine du giclage tertiaire qui est principalement destiné aux brasseurs qui font de la refermentation en bouteille. Évidemment que tous les grands brasseurs qui ne font pas de refermentation en bouteille, le giclage tertiaire n'est pas chez eux. Donc si je fais de la surcarbonatation, donc 1 g de sucre pour 0,5 g de CO2, il faut savoir que la concentration en CO2 de ma bière que j'ai fermentée en atmosphérique, on considère qu'on a 1,5 g de CO2 résiduel. Une bière, allez, on va dire je veux 5,5 g par litre. Donc vous voyez ici, je fais 5,5 moins 1,5, ce qui fait 4, multiplié par 2. Donc je mets 8 g de sucre dans ma bière. Et là, j'aurai à peu près 5 g, 6 g de CO2 dans ma bière. Si tout se passe bien. Donc ça, si on n'a pas d'infection. Donc maintenant, on va regarder. Donc première chose que je dois connaître, je fais un mou. Je dois connaître dans le mou que j'ai brassé quelle est la quantité d'atténuation. Donc c'est-à-dire à quel niveau la fermentation doit s'arrêter. Donc vous voyez qu'ici, dans cet exemple-là, à la fin, je mesure la densité après 24 heures. Je pars de 12, j'arrive à 2. Donc, j'ai 83 d'atténuation. Et en fin de fermentation, en faisant ce test-là, je dois arriver à 2 degrés plateau. Donc, si j'utilise une levure qui consomme le maltotriose, donc ma fermentation va se comporter correctement. Ma levure va commencer à consommer le glucose, ensuite le maltose, ensuite le maltotriose. Arrivé au dextrine qui est 4-5 morceaux de glucose, ma levure ne peut pas les utiliser, donc elle arrête ici. Donc elle a consommé tous mes sucres maltotriose. Je passe en refermentation en bouteille, je mets la bonne dose de sucre. Donc à la fin, aucun problème, vous n'aurez pas de giclage de votre bière, giclage tertiaire. Donc si vous avez du primaire et du secondaire, c'est possible, mais au moins pas de tertiaire. Donc ici, maintenant, vous utilisez une levure qui ne consomme pas le maltotriose. Donc qu'est-ce que va faire ma levure? Elle va consommer le glucose, elle va consommer le maltose, et arrivée au maltotriose, elle arrête. Donc vous voyez, au lieu de descendre à 2 degrés plateau, elle arrête à 3 degrés plateau. Ça veut dire qu'il reste à peu près 10 grammes par litre de sucre fermenté cible qui peut être utilisé par d'autres levures, puisque si on ne pasteurise pas, il y a toujours des levures qui vont contaminer notre bière. Et là, vous avez un potentiel de 5 grammes de CO2 par ces 1 degré plateau
de maltodextrose que la levure que vous avez utilisée ne consomme pas. Et si vous rajoutez, vous avez mis pour avoir 5 grammes de CO2, vous voyez, vous arrivez à des bouteilles qui vont arriver à 10 grammes de CO2. Et ça se fait tout doucement. Ça ne va pas se faire immédiatement, donc il va falloir attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça va arriver. Donc voilà, d'où ma recommandation. Évidemment, il ne faudra pas utiliser des levures maltodextrose négatives. Et ici, pour vous donner un exemple, si on fait une analyse microbiologique d'une bière qui n'a pas été pasteurisée, on retrouvera en quantité plus ou moins importante de levure sauvage qui va ensuite être capable d'utiliser ce maltodextrose. Donc, autre chose aussi, vous avez Saccharomyces diastaticus. Cette levure-là, elle consomme les dextrines. Donc, si vous allez tout au bout de la fermentation, qui va vous prendre 3 semaines, ok, c'est bon, la levure va consommer tous les sucres fermentés ici. Par contre, si vous mettez en bouteille avant la fin de la fermentation, bah là, vous prenez quasiment 20 grammes de potentiel de sucre. Et là, 20 grammes, ça fait 10 grammes de CO2 plus les 5 que vous avez mis, ça fait 15 grammes. Là, vos bouteilles vont exploser et peut avoir aussi un accident vis-à-vis du consommateur. Et ici, vous avez les levures de fermentis, celles que j'ai mis en rouge, vous voyez, c'est tous des maltodextrose négatifs, parce qu'elles ne consomment pas le maltodextrose. Et celles que je vous ai mis en bas, c'est Saccharomyces diastaticus. Donc, levure que je ne recommande pas si vous voulez éviter ce phénomène de giclage dû au giclage tertiaire. Donc, ça, c'est fermentis. Évidemment, l'allemand, elle est même. Donc, l'allemand, bah, vous avez la belle saison, qui est Saccharomyces diastaticus. Mal maîtrisée, elle vous fait du gushing. Et toutes celles que j'ai mis en rouge, les maltodextrose moins, ce sont des levures qui ne consomment pas le maltodextrose. Donc, la même chose, potentiel, risque de giclage avec ces levures-là. Donc, les recommandations, c'est ne pas utiliser de levure maltodextrose moins. Par contre, si vous aimez telle ou telle levure parce que les arômes sont sympathiques, donc vous avez le choix, vous mélangez cette levure maltodextrose moins avec une levure maltodextrose plus, voilà, à 30-40%, qui va, elle, permettre à la fin de pouvoir consommer le maltodextrose et vous aurez tous les arômes de cette levure maltodextrose moins que vous aimez bien. Donc ça, vous voyez, première possibilité. Deuxième possibilité, si vous utilisez une maltodextrose moins pour avoir plus de corps dans votre bière, ben là je vous remets à la formation IFBN pour apprendre à comment faire des bières au niveau de au palier de saccharification, palier de 66, pour faire plus de corps, soit en augmentant la température, soit en diminuant le temps. C'est-à-dire que le corps de la bière ne se fait pas avec le choix de la levure, se fait en maîtrisant le process et le palier de saccharification. Ensuite, ne pas utiliser Saccharomyces diastaticus. Donc, si vous voulez produire des bières très sèches avec pas de corps, donc vous avez une enzyme exogène qui s'appelle l'amyloglucosidase, que vous allez mettre soit au cours du brassage, soit au cours de la fermentation, qui va vous consommer les dextrines. Vous aurez des bières très sèches avec très peu de corps, sans avoir cette problématique de giclage derrière. Sinon, l'autre choix, bah, vous pasteurisez vos bières. Parce que quand vous pasteurisez, au moins vous tuez tout. Vous n'aurez plus de problème de développement de ces moisissures-là dans votre bouteille. Donc à vous de faire le choix, est-ce que vous avez envie de pasteuriser ou pas. Mais si vous voulez pasteuriser, vous voyez la pasteurisation, vous voyez pourquoi les industriels, ils n'ont jamais de giclage tertiaire, ils ont du primaire, jamais de tertiaire parce qu'eux, ils pasteurisent. Donc, mais bon, à vous de faire le choix. Pour l'instant, dans ma brasserie, je n'ai pas fait le choix d'utiliser de la pasteurisation, donc j'essaye de mettre en avant ce que je vous recommande derrière. Ensuite, autre phénomène qui est l'upcreek, que je classe dans le giclage secondaire parce qu'on peut avoir des aspérités, ou le giclage tertiaire parce que le houblon peut apporter un peu de sucre, le houblon peut apporter des amylases et le houblon peut apporter des levures sauvages et parfois comme Saccharomyces diastaticus. Donc quand on fait du dry hopping, donc qui est assez populaire aujourd'hui, soit vous ajoutez le houblon à 3/4 de la fermentation, c'est-à-dire que la levure est toujours active. Donc même s'il y a une production de sucre ou du sucre venant du houblon, la levure sera là pour les consommer. Donc temps de contact assez court pour éviter les aspérités que je peux retrouver dans ma bière, ou bien purger ma bière à la fin, ou passer par une centrifugeuse pour éliminer au maximum les résidus de pelés de houblon qui vont être responsables
de vos bouteilles. Sinon, sur le houblon, à part la dernière ligne, si vous pasteurisez vos bières, il n'y aura pas de développement de moisissures parce qu'on va les tuer. Donc, et au niveau pasteurisation, ça ne sert à rien de monter à 30-40 unités de pasteurisation. 10 unités de pasteurisation suffit pour éviter ce phénomène. Et voilà. C'est les questions. Merci. Alors là, merci de votre attention. Merci. Là, on est sous le coup parce que là, tu nous en as mis plein les oreilles et on t'en remercie. Et je pense que les questions ne sont pas forcément immédiates, mais elles vont venir. Je vous invite à mitonner un tout petit instant pour que la première question disponible soit... c'est Philippe qui va apporter le micro. Soit là. Je vois que vous avez été captivé. En tout cas, quel rythme tu m'as dit... mais je note avec un grand plaisir que les 30 minutes ont été tout à fait... J'ai donné le maximum d'informations en 30 minutes. Strictement donné. Alors, il faut quand même que ça rentre, tout ça, que ça mûrisse un peu, sans gueuching. Ils auront accès à la présentation. Le diaporama sera disponible, comme c'est indiqué entre les choses. Il suffit de s'inscrire à l'accueil du musée de la brasserie et dans quelques une dizaine de jours, 15 jours peut-être. Ça sera disponible au téléchargement sur simple demande. On ne les envoie pas à tout le monde, bien entendu, mais vous pourrez accéder à cette présentation qui vous donnera l'essentiel. J'ai vu quelques-uns d'entre vous filmer ça, évidemment, il y a des possibilités, mais au moins vous aurez une base en version PDF très facile. Je suis là aujourd'hui et demain, donc... Voilà, et puis bien sûr... S'il y a des questions comme ça, tout le monde peut en profiter. Patrick est ici, pas tout le temps, mais il sera aussi dans les ateliers. Il n'y en a pas un qui je l'ai vu écrit en même temps, c'est une erreur. Ah oui, d'accord, c'est une erreur. C'est sur le malt. Mais pendant que je divague, je laisse la parole, bien sûr. Oui, j'avais une question sur la fermentation. Ouais. Si on a un objectif à 2 degrés plateau et que notre fermentation s'arrête à 3 par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, donc il faut savoir si elle s'arrête à 3 parce que tu as choisi une levure. Dans le cas où j'ai choisi une levure qui doit aller à 2, quoi. Ok, soit tu vends ta bière rapidement, parce que pendant les 2 premiers mois, elle ne va pas gicler parce que les levures sauvages, ils mettent du temps à consommer ton maltotriose. Soit tu fais une pasteurisation, tu dis ok, j'ai un risque derrière et je fais une pasteurisation sur ce type de bière-là parce que tu as un potentiel de 5 grammes de CO2 qui vont être produits. Si tu ne mets pas assez de sucre, pendant 2-3 mois, ta bière va être sous-carbonatée. Ou après, l'autre solution, tu les mets dans des fûts de chêne et tu laisses les levures des fûts de chêne, faire leur travail, il leur restera un peu de sucre et comme ça, tu pourras faire des sours. Mais c'est embêtant, donc pas facile à faire. La seule solution, c'est de les vendre le plus rapidement possible et de dire aux consommateurs, c'est une bière qu'il faut boire dans les moins de 2 mois. Parce qu'après, ça va se déclencher. Si c'est l'hiver, si la bière est stockée au froid, le développement va se faire moins bien, moins rapidement, mais si c'est l'été et il fait chaud, ça peut aller vite. Ok, parce que moi je suis en isobar, donc il n'y a pas moyen de compenser en mettant moins de sucre derrière, donc faut vraiment vendre vite. Ouais. Si tu remets du sucre, la levure peut consommer le glucose, mais elle ne consommera pas le maltotriose. Si elle est maltotriose, moins, elle ne va pas consommer ton maltotriose. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, est-ce que tu fais le test d'atténuation pour savoir ton potentiel de sucre fermenté cible? Non. Donc c'est-à-dire que le 3 que tu obtiens ou le 3,5, ça peut être dû à ton palier de saccharification qui est peut-être un peu court à une température plus élevée. Et là, ce n'est pas du maltotriose, c'est des dextrines. C'est pour ça que je vous encourage fortement à faire le test d'atténuation. Comme ça, vous savez tout de suite, si vous arrivez à 3, est-ce que les 3, c'est des dextrines? Donc là, les levures sauvages vont très peu les consommer. Au moins, c'est un outil. Et je vous encourage fortement à le faire comme ça. Vous savez tout de suite ce qui se passe. Si c'est du maltotriose, des dextrines, tu laisses faire. Tu auras une bière avec un peu plus de corps, c'est peut-être ce que tu veux. Et par contre, si c'est du maltotriose, il faut être un peu plus prudent sur la suite. Merci. Une deuxième question ici.
Oui, bonjour. Donc, concernant donc, le hop-creep que vous, Ouais. vous disiez juste en fin d'exposé, vous disiez ajouter le houblon en 3/4 de fermentation. Est-ce que vous pourriez un peu développer? Et alors, sous question, Oui, vas-y. vous parliez d'un temps de contact très court de 2-3 jours avec le houblon. Est-ce que la température, donc si par exemple je plonge le fermenteur à 5 degrés, est-ce que ça a un impact également sur le risque de giclage? Oui. Donc pourquoi 75% de la fermentation? C'est-à-dire qu'il te reste de la levure en suspension. Donc si dans le houblon, il y a un peu de sucre, hein, il y a à peu près 2% de sucre, donc ça tu peux le calculer. Ensuite, si tu as des amylases qui dégradent les dextrines en glucose, ta levure, elle a le temps de les consommer. Donc tu vas te retrouver avec la consommation de ces sucres en surplus. Donc voilà. Après, le temps de contact court, bon, c'est déjà quand on fait du dry hopping, plus tu fais des temps de contact longs, plus tu vas avoir un relargage de polyphénol. Donc c'est pas forcément bien pour l'âcreté et tu peux avoir un peu plus d'aspérité qui passe dans la bière. Donc voilà pourquoi le 2-3 jours de contact, mais il vaut mieux le faire en présence de ta levure. Puis là, bon, c'est pas sur le dry hopping, mais on sait que certaines levures aujourd'hui excrètent des enzymes qui vont te libérer les arômes liés du houblon. Donc il y a un double intérêt pour augmenter ton potentiel aromatique du houblon. Pendant que le téléphone de mon voisin se met à hurler, d'autres questions, mais j'ai bien entendu... Il y a Pierre qui veut me poser une question. Non, Pierre ne veut pas poser de question. Pierre veut faire une intervention, c'est qui est très très différent. Bien, Pierre. Tout le monde connaît Pierre. Il peut faire les deux. Hein. Il peut faire les deux. Oui. Bon. Pierre Millet, professeur. Oui. Est-ce qu'on peut faire des additifs, rajouter des additifs à la trempe pour justement éliminer tous ces produits? La trempe laquelle? En brasserie. En malterie, pardon. La trempe en malterie, est-ce que tu fais des additifs? Si. Il y a une façon qu'on pourrait faire. Oui. C'est-à-dire qu'on fait une trempe du malt pour faire une mouture humide. Et ça élimine pas mal de ces particules-là. Et on ne broie pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on jette cette eau-là et ensuite on broie. Tu vois, tu fais une trempe de ton malt, comme pour une mouture humide. Et cette eau-là, tu la jettes. Et tu ne la mets pas dans la cuve matière. Et là, ça va t'enlever quand même pas mal. Et on sait que les hydrophobines et tout ça sont un peu solubles. Donc, tu vas pouvoir les éliminer. Donc, c'est un moyen que les brasseurs n'utilisent pas aujourd'hui. Et en plus, avec le problème de consommation d'eau, tout le monde veut faire des réductions d'eau, qui n'est pas forcément bien d'un point de vue process. Hein. Oui, je suis un peu contre de réduire au maximum la consommation d'eau parce que ça peut derrière poser des problèmes de giclage. Mais la solution, c'est possible, Pierre. Oui, d'accord. Et puis ensuite, est-ce que le fait de traiter au calcium va intervenir dans la modification de l'acidité du mou? Oui, quand tu ajoutes du calcium, ton pH va baisser. Ensuite, tu ajustes avec les acides pour être aux alentours de 5,4 dans ta cuve matière et 5,2 dans la chaudière d'ébullition pour avoir une bonne coagulation. Donc, tu ajustes derrière pour arriver au bon pH. Donc, on n'a plus besoin de faire un traitement acide? Non. D'accord. Merci pour ces interventions. Une question juste derrière. Et puis, dans le fond, un peu plus au fond. J'avais une question en rapport du coup avec cette question-là. Ouais. Au niveau du trempage du coup avant pour éliminer les hydrophobines. Donc, trempage du malt avant le concassage. Oui. Ouais. En théorie, si on avait justement des gaz dissous dans cette eau-là, donc une eau pétillante au final, est-ce que ça attirait pas plus efficacement les hydrophobines qui auraient peut-être plutôt tendance à se... Après, ce qu'on peut mettre, ce qu'on fait en malterie, on met un peu de chaud pour mieux relarguer ces substances-là. Tu vois? Puis après, tu recorriges, comme ça va augmenter un peu ton pH, tu recorriges après ton pH dans la cuve matière. Oui. Donc ça, c'est possible. Eau pétillante, je ne suis pas sûr que le CO2 puisse... La chaux marche bien pour enlever ces molécules-là. Et ça enlève aussi les mycotoxines. Donc, c'est parce qu'avec un système isobarique, c'est facile de faire de l'eau pétillante en fait même. Donc c'est pour ça. Après, tu peux essayer. Je pense qu'avec le CO2, ça peut favoriser aussi l'élimination de ces molécules-là qui sont souvent sur la surface. Mais si le maltage a été bien effectué, on devrait avoir moins de fois ce problème quand même. Ouais. Oui, mais d'accord, j'ai bien entendu le mais. Non, oui. Si tout le monde suit à la lettre les bonnes pratiques de fabrication, on devrait avoir pas de gushing.
Une question suivante. Oui, merci. Utilisation de chaud pendant la trempe à la malterie, vous proposez quoi? Le premier trempe, deuxième, troisième? Ok. Donc, au niveau de la malterie, comme tu es un malteur, première chose qu'il faudrait faire, c'est un peu comme en brasserie, d'utiliser une vis laveuse. Voilà, et là, tu mets de la chaux pour éliminer le maximum de spores, de fusarium ou de moisissures qui se trouvent. Mais tu n'utilises pas cette eau-là, tu ne la mets pas dans ta trempe parce que sinon l'effet est zéro. Donc, après, en trempe, bah, tu utilises le géotricum qu'on a développé il y a 20 ans et ça te permettra de diminuer le risque fortement. Et troisième chose que je dis, une troisième immersion. Je sais que ça coûte cher en eau, mais le coût de l'eau coûte moins cher que le giclage du malt. Très bien. Là, une question suivante. Bonjour. J'avais une question concernant la présence d'hydrophobine dans le produit fini. Ouais, hydrophobine ou protéines giclantes. Protéines giclantes. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des solutions si on a trouvé cette protéine dans le produit fini, si on pouvait l'éliminer, la neutraliser pour éviter ce giclage? Dans le produit fini, ça va venir des matières premières et principalement du malt que ça va passer. Il y a eu quelques études qui ont montré qu'en faisant des pasteurisations un peu élevées, ça permettrait de les éliminer. Sauf que derrière, le goût de la bière va être moins bon. Donc au lieu de trouver une solution d'éliminer ces produits-là dans la bouteille ou avant la bouteille, c'est d'éviter de les introduire par nos matières premières. C'est la meilleure solution. J'avais lu une étude un peu farfelue avec l'université de Louvain qui avait travaillé avec... Ils ne sont pas farfelus, ceux-là, quand même. Non, quand même. Je les respecte. C'était de faire passer les bouteilles à travers un champ magnétique qui permettait de neutraliser les hydrophobines. Est-ce que ça pourrait modifier leur structure? Peut-être. C'est possible. Mais tu vois derrière ce que tu vas mettre en place, alors que tu pourrais le faire simplement en contrôlant ta matière première. Mais je pense que c'est possible. Mais c'est des technologies qui coûtent cher à mettre en place. Merci beaucoup. Alors évidemment, la richesse de nos échanges, c'est la vôtre d'abord. Peut-être encore quelques questions, même si on a l'impression d'avoir abordé un grand nombre de thèmes autour de ce giclage, des thématiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup. Tout à fait intéressantes et captivantes. Peut-être certains d'entre nous sont passés à côté de quelques notions et c'est pas forcément grave parce que Patrick pourra éventuellement vous éclairer un petit peu supplémentairement sur cette question. Et puis, question tout de suite ici. Voilà. Oui, alors bonjour. Moi j'ai une question par rapport au bulletin d'analyse qu'on reçoit en tant que brasseur. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de contrôler, de voir les mycotoxines? Qu'est-ce qu'on regarde sur un bulletin d'analyse pour savoir si le malt qu'on utilise a des chances de gueucher ou non? Ok. La première chose simple que tu peux faire, c'est que tu fais un contrôle visuel de ton malt et tu regardes si tu as des grains moisis. Première chose à faire. Ensuite, dans le bulletin d'analyse, mais bon, le malteur ne va pas te le faire à chaque fois parce que ça coûte un peu cher, c'est soit le test de giclage. Tous les grands brasseurs, ils n'achètent pas de malt sans le test de giclage. Et ensuite, les mycotoxines. Donc déjà, visuellement, si tu vois des grains moisis, supérieurs à 0,5%, là, tu bloques. Ensuite, les années un peu difficiles, tu peux demander aux malteurs, parce qu'ils le font pour les grands brasseurs, de faire le test de giclage pour savoir si le malt n'a pas de potentiel. Bon, déjà avec ces deux choses-là, c'est simple. Et après, la troisième est sur les mycotoxines qu'on peut demander. Mais ils le font, eux, ils font des surveillances, ils ne le font pas sur chaque lot. Merci pour cette intervention. C'était la dernière. Alors Pierre veut encore redire une petite chose, mais non, ne partez pas tout de suite. Non, c'est que Pierre, je vous assure, c'est Monsieur Millet. Voilà. Vas-y Pierre. Il y a encore 5 minutes. Allez. On a encore un instant, bien sûr. Je voulais juste poser une petite question. Est-ce que tu crois, est-ce qu'on peut pasteuriser une bière qui n'aura pas été filtrée sans souci? Si tu la pasteurises à 10 unités de pasteurisation, tu peux. Il n'y a pas de problème. Non, tu peux avoir un peu de coagulation, mais il ne faut pas que tu fasses 20-30 unités de pasteurisation. Tu fais une unité de pasteurisation juste pour tuer ces moisissures-là qui ne sont pas trop résistantes à la chaleur. Donc même 5 unités. C'est même pas une question de moisissure. Je pense surtout aux levures qu'on amène avec.
Ah bah après, tes levures vont peut-être se libérer un petit peu, oui. Est-ce que l'autolysat de levure peut modifier le pH de la bière? Un peu. Il peut augmenter le pH. On peut augmenter le pH. Ouais, ouais. C'est pas dangereux, ça? Ça peut être dangereux. Est-ce qu'on peut sortir de la bactériologie acide? Ça peut être dangereux. Mais après, si tu pasteurises, tu vas tuer aussi tes bactéries. Ouais. Donc, mais il ne faut pas monter très haut. Hein. Ça ne sert à rien. Alors, comme vous l'avez remarqué, avec Pierre, on entre très rapidement dans une conversation, bien plus qu'un échange d'enrichissement. Je vous invite à aller rencontrer Pierre tout à l'heure, hein, parce qu'il va rester encore parmi nous autour du musée de la brasserie, et à lui poser un certain nombre de questions. Parce que s'il les pose, ces questions, c'est qu'il a une belle idée de la réponse juste derrière. Vous le connaissez, hein, bien entendu. Je le connais. Peut-être une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on libère cette salle. Vu que le sujet suivant, qui s'appellera « Calcul du prix de revient de la bière », dont ces éléments-là viennent sans doute ajouter, forcément, en faire partie, intéressera sans doute un grand nombre d'entre vous. Bah, bien sûr, une dernière question peut-être? Merci. Une dernière question? Il nous reste à crouler sous les applaudissements. Non, ah ben non, n'applaudissez pas, tant pis. Il y avait encore une question, je vous en prie. Bien sûr. Une question bête, mais... Il n'y a pas de question bête. Jamais. L'orge moisi, on le voit parce que c'est gris la moisissure? Non, c'est pas forcément gris, ça va être plutôt rouge, les Fusarium graminearum. Ça peut être vert si c'est des aspergillus. Donc c'est pas forcément le gris. Les gris, c'est plutôt les alternaria. Donc c'est plutôt du rouge, du rose, du vert, plutôt... Donc la bonne couleur, c'est blond, quoi. La bonne couleur, c'est comme cette année, c'est blond. Ok. C'est blond. Merci. Et après, vous voyez sur le sillon, souvent, ils sont ici, c'est sur le sillon, ils vont fissurer le sillon et ça va s'écarter légèrement. Voilà, même visuel, hein, vous avez ces éléments particulièrement... voyants, hein, on peut les retrouver assez rapidement dans un certain nombre de cas. Ça fait 30 ans que je suis à IFM quand même, et 25 ans dans la recherche. Donc, puis maintenant brasseur, donc j'essaye d'appliquer dans ma brasserie ça, puis de donner mon savoir aux autres brasseurs. Hein. Merci pour ça, merci beaucoup, on applaudit très fort. Merci pour cette très très riche présentation et qui vous laisse 10 petites minutes pour... vous rafraîchir, vous oxygéner, aller voir si le soleil a fini par briller. Et je vous retrouve dans une vingtaine de minutes, non, je dis maintenant un petit quart d'heure, 10 minutes, 10 grandes minutes, pour parler du calcul du prix de revient de la bière, donc qui intéresse chacun d'entre nous. Et c'est Jean-François Drouin du syndicat national des brasseries indépendantes qui viendra vous faire cet exposé. On l'attend dans quelques instants. À bientôt, merci.